Donc aujourd'hui, ouais, je suis chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale. Là, c'est le CRCA que vous voyez ici, qui est donc à Toulouse. Et donc, dans ce centre de recherche sur la cognition animale, on est plusieurs équipes. Certaines équipes travaillent sur des souris, très neurosciences. Il y a aussi certains chercheurs qui vont regarder le comportement collectif des moutons ou des poissons. On travaille aussi sur les unicellulaires. Il y en a qui travaillent sur les araignées sociales, sur les abeilles, sur les fourmis. Donc, il y a toute une diversité d'espèces animales, avec quand même une thématique commune qui est essayer de comprendre ce qu'est la cognition animale. Alors, la cognition animale, qu'est-ce que c'est? C'est là que ça se complique. C'est un mot, cognition, clairement inventé par l'homme, qui, à la base, était là principalement pour parler des états mentaux, des processus mentaux qui se passent dans un humain. Mais on peut tout à fait utiliser le mot cognition animale, il est largement utilisé. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut appliquer directement ce mot inventé un peu par l'homme pour l'homme sur les animaux? Intuitivement, clairement, quand on parle de cognition animale, il y a quelque chose qui se passe, et c'est que plus on considère un animal qui est proche de nous au niveau de l'arbre de l'évolution, plus on a une tendance spontanée à le trouver intelligent, et donc on va lui donner des capacités cognitives, qui est presque un synonyme du mot intelligence, des capacités cognitives plutôt élevées parce qu'il est proche de nous. Alors est-ce qu'on a raison, ou est-ce que c'est de l'égocentrisme pur et dur, du fait que plus c'est éloigné et moins on comprend les animaux? Alors, quand on parle d'un primate, on est assez d'accord pour dire souvent que les primates sont assez intelligents. Les autres mammifères que les souris et les rats, on voit même dans les cultures en général, c'est assez rapidement associé à des choses de flexibilité de leur comportement. Ils apprennent rapidement, donc une intelligence volontiers attribuée à ces animaux-là. Sur les autres vertébrés, quand on commence à parler d'oiseaux, on peut avoir des expressions un petit peu moins, je ne sais pas, cervelle de moineau, ou alors les poissons rouges n'ont pas de mémoire. On commence à être un peu plus dénigrant. Et les poissons rouges n'ont pas de mémoire, c'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui tient quand même. Alors que si on disait les singes n'avaient pas de mémoire, je pense qu'on aurait plus de mal à accepter une telle idée. Et est-ce que c'est parce que simplement les poissons rouges est plus différent et du coup on ne le comprend pas? Alors quand on arrive aux insectes, souvent ce qu'on entend, c'est que les insectes n'apprennent pas. On a souvent l'idée que c'est quelque chose qui est principalement déterminé, guidé par ses gènes, qui n'est pas forcément quelque chose qui prend vraiment des décisions, qui n'a pas vraiment d'intelligence, pas de cognition, c'est l'évolution qui lui a fait faire ces comportements-là. Alors, est-ce que tout ça est vrai, ou est-ce que c'est simplement dû à notre égocentrisme, ou est-ce que les deux? Alors, disons que la branche scientifique qui s'intéresse et qui a pris vraiment le dessus sur cette idée de comparer les animaux, la cognition comparée, c'est une branche qui s'appelle la psychologie expérimentale, qui a étudié les animaux un petit peu du point de vue humain. C'est le genre de questions qu'on peut poser aux animaux, on peut leur poser des questions et on regarde leur comportement pour essayer de trouver des réponses. Et c'est des questions, finalement, est-ce que vous avez une personnalité? Est-ce qu'un insecte sait compter? Est-ce que ce singe a vraiment une capacité de langage? Et finalement, le point commun entre ces questions, la conscience aussi, qui revient souvent maintenant, même aussi pour les insectes, c'est des questions qui, disons, au départ, démarrent d'une introspection humaine. Ils démarrent de l'homme, ils démarrent de la réflexion humaine. On sait compter, on a le langage, on fait des capacités d'abstraction, on sait qu'on a une conscience, on connaît bien les différents humains, différentes personnalités, et on transfère ces questions vers les animaux. Alors, une des questions qui peut être posée, c'est celle de la géométrie, et je vous parle de celle-là parce que c'est celle que j'ai commencé à étudier pendant mon master. Alors, une question qu'on va poser à l'animal, c'est est-ce que tu peux apprendre la géométrie de ton environnement? C'est une question qui a été posée à plusieurs espèces et qui permet justement de comparer. Et moi, pendant mon master, j'avais vu que cette question avait été posée que sur des vertébrés et jamais sur un invertébré. Alors, j'ai fait super, les insectes sont des invertébrés, donc ils sont plus distants des vertébrés sur l'histoire de l'évolution par rapport à l'homme. Donc, ça pourrait être une question sympa dans l'idée d'une comparaison. Alors, j'avais choisi cette espèce qui fait peur au premier abord, qui est l'espèce Gigantiops destructor qui vit dans les forêts amazoniennes et qui a les plus grands yeux de toutes les fourmis connues à ce jour. Vous voyez, c'est un petit peu une tête de guêpe, qui est aussi l'ancêtre commun entre les fourmis et les guêpes, et plus récent qu'avec les autres animaux. Tout ça pour dire, c'était une opportunité d'avoir cette espèce qui était au laboratoire à Toulouse, où je faisais mon master,
parce qu'elle était connue pour avoir des capacités spatiales et visuelles développées. C'est ce qu'on veut pour poser la question si elle est capable d'utiliser la géométrie. Donc, vous voyez déjà le raisonnement, c'était un petit peu, j'ai une question et je vais trouver une espèce qui est en adéquation avec la question. Donc, c'est d'abord la question qui vient de l'homme, puis est-ce que l'espèce correspond à cette question, plutôt que l'inverse, d'avoir une question qui correspond à l'espèce. Bon, on verra ça plus tard, je vous ai déjà spoilé un petit peu. Du coup, est-ce que tu peux apprendre la géométrie de ton environnement? Comment on pose cette question? C'est le paradigme classique qui a été fait chez les autres vertébrés, c'est de mettre l'animal dans un rectangle. Vous voyez, là, c'est le beau rectangle que j'ai utilisé. L'idée étant qu'on met un animal, donc là, ici, une fourmi, au milieu de ce rectangle, et il doit être récompensé quand il arrive dans les coins. Alors, comment on fait pour adapter ça aux fourmis? L'idée était assez simple. Vous donnez à une fourmi une petite proie, c'est des prédatrices, ces fourmis, donc elle a sa petite mouche, elle a sa petite proie, et quand une fourmi a sa petite proie, la seule chose qui compte pour elle, c'est de rentrer au nid. Donc, ça va être ça, sa récompense, de rentrer au nid. Donc, l'idée, c'est qu'on lâche la fourmi au centre de l'arène avec sa petite proie, et si jamais elle arrive dans les coins, ça va la faire passer par un petit tuyau. J'avais mis des petits tuyaux là, elle arrive dans des boîtes, et si elle arrive dans la boîte, elle revient dans son coin, ça constitue une récompense. Alors, la première fois qu'on fait ça, voici le trajet de la fourmi. La première fourmi que j'ai mise dans le rectangle, donc ça a pris plus de 2 heures. Alors, je dis, oh là là, mon expérience ne marche pas du tout. En tant que master, ça fait très stressé ce genre de problème, parce qu'on se dit, mon master dépend d'une fourmi, ce n'est pas bon du tout. Alors, il se trouve qu'au bout d'un moment, après 2 heures, elle est effectivement rentrée enfin dans un des petits tubes qu'il y a dans les coins. Je l'ai remis au nid. Elle rapporte sa nourriture toute contente à son nid, puis elle est prête à ressortir pour faire un tour. Je lui redonne de la nourriture, on la remet dans le rectangle. Et là, voici son deuxième trajet, plus rapide, prometteur. Troisième trajet, puis quatrième, cinquième, presque ligne droite. Alors là, super démonstration de l'apprentissage. Je n'en peux plus de joie. Si on met ensemble les trajets, ici 6 à numéro 22, on voit quelque chose de particulier qui arrive, c'est que la fourmi, elle a été dans 2 coins, diamétralement opposés, mais elle n'a pas été dans les 2 autres coins. Et en fait, c'est exactement ce qu'on cherchait, c'est ça l'idée de tester les animaux dans un rectangle. S'il est capable, en théorie, de voir qu'il est dans un rectangle, il devrait être capable d'éviter 2 coins, mais pas un coin avec son coin diamétralement opposé, puisque dans un rectangle, c'est la même chose. Ici, si vous voulez, vous avez le petit côté à gauche, le grand côté à droite. Ici, c'est pareil. Par contre, dans les 2 autres coins, c'est l'inverse. Donc, si la fourmi est capable de faire cette erreur, mais pas de faire les 2 autres coins, c'est bien qu'elle commence à prendre des notions de géométrie. Du moins, c'était l'idée de l'expérience à la base. Alors, comme je le disais, cette expérience a été faite chez d'autres espèces. Donc là, vous voyez un petit poussin dans son rectangle, un petit poisson dans son rectangle, aussi des enfants. Alors, il y a à différents âges, des adultes aussi. Là, l'idée avec l'enfant, c'est simplement, ça peut être une petite récompense, une image qui est dans un coin, et après, il n'y a plus d'image, on regarde où est-ce qu'il va chercher. C'est un petit peu la même idée. Et alors, l'idée de la cognition comparée, c'est qu'en faisant le même test sur plein d'espèces, on peut les comparer sur un même graphique à la fin. Donc là, ce n'est pas les vraies données, mais c'est des données qui représentent le vrai ordre. Il y a des gens qui se sont amusés à mettre tous les tests qui ont été faits dans un rectangle avec les animaux pour voir une sorte de vitesse d'apprentissage ici et de comparer les espèces. Et il se trouve que là, ça colle quand même pas mal avec notre intuition. On voit l'humain, donc là, c'était des enfants de 4 ans, qui étaient numéro 1, puis primates, les autres mammifères, les autres vertébrés, et enfin, ceux qui sont très éloignés de nous sur l'arbre de l'évolution, comme les insectes. Alors peut-être n'était-ce pas qu'une intuition égocentrique, peut-être qu'il y avait une vérité derrière. Malheureusement, ce n'est pas sûr, parce qu'il y a eu d'autres tests faits que la géométrie, et par exemple, simplement sur une tâche de discrimination de couleurs, c'est-à-dire que dans cette tâche-là, on présente 2 couleurs à l'animal, ou l'humain, ou l'enfant, et l'idée, c'est qu'il y en a une qui est associée avec une récompense, et une autre qui n'est pas associée avec rien. L'idée, ce n'est pas forcément d'être capable de discriminer des couleurs, mais c'est à quelle vitesse tu es capable de comprendre que c'est une des couleurs qui est associée à la récompense et pas d'autre chose comme la forme ou l'endroit. Et quand on fait ce test, il se trouve que c'est les abeilles qui sont extrêmement rapides pour réussir cette tâche, suivies par des poissons. Et les enfants de 4 ans étaient derniers, ça fait mal. Ce que je veux illustrer ici, c'est que est-ce qu'on peut vraiment définir un ordre sur un seul axe? Pas vraiment, parce que si on change la tâche, c'est d'autres espèces qui vont réussir mieux que certaines. Et je trouve que cette idée de cognition comparée en faisant la même tâche à tout le monde a un petit peu son biais qui est parfaitement exprimé par ce petit cartoon. Alors, l'idée, c'est que le juge dit, pour faire un examen juste, eh bien, il faut que tout le monde passe le même examen. Alors là, s'il vous plaît, animaux, grimpez cet arbre.
avec ce cartoon, on comprend bien que grimper cet arbre, l'examen va favoriser certaines espèces. J'imagine que l'oiseau va être numéro 1, suivi du singe. Le poisson va vraiment avoir des difficultés et pas d'autres. Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment poser une question qui va demander simplement une réponse qui est « donne-moi ta cognition animale ». Non, chaque question va être liée avec un comportement que les animaux font plus ou moins spontanément ou les humains plus ou moins spontanément. Donc, une autre approche drastiquement opposée à l'approche de psychologie expérimentale, donc dont la question dérive un petit peu de l'introspection humaine, c'est l'héritage qu'on a de cette approche naturalistique, où pendant le 18e et 19e siècle, il y a eu beaucoup d'explorateurs qui simplement ici décrivaient ce que faisaient les animaux. Alors, ils ne cherchaient pas de questions de cognition animale, d'intelligence, ils cherchaient juste à comprendre la diversité du monde et ils décrivaient ces animaux. Un des animaux qui est connu depuis très longtemps pour faire des comportements assez incroyables, c'est justement certains insectes, comme cette fourmi du désert, les fourmis du genre Cataglyphis. Alors, vous voyez que les fourmis sont arrivées un petit peu dans tous les continents. Ils ont colonisé tous les types d'environnements. Là, on est sur un environnement bien extrême. La vie peut même aller jusqu'à des environnements extrêmes. Les stratégies de ces petites fourmis, c'est de sortir du nid quand il fait très chaud, seulement en été, quand le soleil brûle le sol. Et l'idée, c'est qu'elle va trouver d'autres insectes qui, eux, sont toastés. Sa stratégie, c'est qu'en fait, elle résiste à la chaleur mieux que la plupart des autres animaux. C'est la dernière à sortir pendant les heures chaudes, être encore capable de sortir sans griller sous le soleil. À part, bien sûr, les chercheurs qui sont avec leur chapeau et leur crème solaire qui les étudient. Donc, les naturalistes avaient vu chez ces fourmis, comme chez d'autres insectes, que ces fourmis-là, elles sortent pour chercher de la nourriture. Elles trouvent ici une magnifique mouche toastée par le soleil. Et quand elles font ça, ils sont capables de retrouver leur nid en ligne droite. Alors, c'était bien connu chez plein d'insectes, mais le cas des fourmis du désert était assez intéressant parce que dans ces lacs salés, là on est dans les lacs salés du Sahara, il n'y a pas beaucoup de repères visuels, vous voyez. Alors, comment fait la fourmi pour retrouver son nid? Et à l'époque, donc ça, là on est au tout début du XXe siècle, fin XIXe siècle, les naturalistes, ils considéraient sérieusement une théorie qui n'était pas vraiment une théorie scientifique, c'était simplement l'idée qu'il s'agissait d'une force mystique. Les insectes sont tellement forts pour retrouver leur nid, les insectes tels que les guêpes, les abeilles et les fourmis, tellement forts pour retrouver leur nid, qu'ils doivent être guidés par une force mystique. C'était quelque chose de sérieusement pris en compte. Alors, il y avait tout un autre pan, alors c'était un peu le débat, qui disait non, ça doit être passé sur des perceptions sensorielles. Mais quelle perception sensorielle dans le désert? Là, vous avez une petite citation de Jean-Henri Fabre, qui est un entomologiste très connu. Alors, il ne parlait pas de cette fourmi, mais d'une petite guêpe qui est un peu dans le même genre de milieu. Il retrouve une porte que rien n'indique, comme si possédée par une intuition des lieux, une capacité qui ne peut être nommée car l'inconnu ne peut avoir de nom. C'était l'idée de la force mystique ici. C'est l'idée, ça nous dépasse, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais ressentir et donc pas étudier. Mais comme quoi, ils étaient impressionnés par les capacités de ces insectes. Alors, depuis, il y a eu des expériences faites qui ont commencé à montrer un peu ce qui se passait. Là, on est en 1904, donc peu de temps après la citation que je viens de vous lire. Et Henri Clairon, qui était d'ailleurs un physiologiste français, il s'est amusé à prendre ces insectes, ces fourmis, quand elles rentraient au nid, donc avec leurs petites mouches grillées dans les mandibules, et il les capturait, et dans le noir, il s'amusait le long de la flèche jaune à les déplacer de 10 mètres, par exemple. Et il les relâchait ici. Et là, il regardait le comportement, et ce qu'il a vu, c'est ça. C'est que la fourmi, elle cherchait son nid, non pas là où est son vrai nid, mais là où il aurait dû se trouver si elle n'avait pas été déplacée. Et du coup, ça lui a donné une idée, et s'est dit, il a parlé du sens musculaire. C'était sa première théorie, le sens musculaire, c'est-à-dire que la notion d'où est le nid est basée sur le trajet qu'a senti la fourmi qu'elle a fait, comme si elle était capable de se repérer par rapport au trajet aller qu'elle a fait. Alors aujourd'hui, on ne parle plus du sens musculaire, ça s'appelle l'intégration du trajet, c'est très étudié, ça existe chez tous les animaux, et nous aussi on le fait. Vous pouvez avoir une intuition de ce qu'est l'intégration du trajet quand, par exemple, vous allez dans un nouveau jardin des plantes, on va dire, que vous ne connaissez pas, vous entrez par la porte principale, vous allez le visiter, alors vous vous éloignez, puis au bout d'un moment, vous ne voyez plus du tout l'entrée où aller, mais vous avez comme une intuition que l'entrée, elle est dans cette direction là-bas. Cette intuition, elle est basée sur le fait que vous êtes souvenu un petit peu de votre trajet aller. C'est votre capacité d'intégration du trajet. Alors, pour faire l'intégration du trajet, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'être capable de mesurer la direction dans laquelle on se déplace et de mesurer la distance pour chaque direction qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, si je suis dans le jardin des plantes, je sais que je vais marcher à peu près tout droit
pendant 5 minutes, puis après j'ai tourné à gauche et j'ai marché pendant 5 minutes encore. Donc, je veux faire la déduction à peu près où est le portail. Alors, il faut un compas et il faut une estimation de distance. Première étude qui a été faite pour avoir une idée de quel compas utilisaient les fourmis, c'était, là on est 10 ans après, Félix Sanchi, un Suisse qui était aussi au Sahara, a étudié ces fourmis. L'expérience qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit peut-être elles utilisent le soleil pour avoir une idée de la direction dans laquelle elles vont. Donc l'expérience, c'est simplement de prendre un miroir de manière à ce que pour la fourmi qui rentre à son nid, quand elle arrive dans cette zone-là, le soleil apparaît dans le miroir et donc dans la direction opposée du ciel dans lequel le soleil se trouve normalement. Et dès que les fourmis perçoivent ce soleil qui est dans la mauvaise position, vous la voyez immédiatement une réponse très claire, et elle se fait détourner de son chemin. Preuve qu'elle utilise bien le soleil pour s'orienter. Mais il n'était pas tout à fait satisfait, Félix Sanchi, dans sa publication, il dit on devrait s'attendre, vu que le soleil, je lui fais faire un demi-tour, normalement la fourmi aurait dû faire un demi-tour. Or, elles font peut-être une petite déviation, mais pas un demi-tour. Et du coup, Sanchi, dans sa publication de 1913, dit déjà elles doivent utiliser des repères invisibles qu'il y a dans le ciel et qui ne sont pas accessibles à l'homme. Et il avait raison, mais il a fallu attendre les années 80 pour montrer qu'effectivement, il y a des repères de direction dans le ciel que nous, on ne peut pas voir avec notre œil humain. Par exemple, la polarisation du ciel, qu'on peut voir avec des filtres de polarisation et nos machines, mais que les insectes, ils ont ces filtres dans leurs yeux. Vous voyez la partie de, là on le voit très bien sur cette guêpe, mais quasiment tous les insectes ont ça. La partie supérieure de l'œil, là en violet, donc c'est-à-dire les facettes qui pointent vers le ciel, sont des facettes spéciales pour détecter la polarisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment après son cerveau transforme l'information, et l'idée est qu'il suffit à un insecte de voir un petit carré de ciel bleu dans le ciel et il connaît immédiatement l'orientation de son corps. Pratique. En fait, elles sont bien meilleures que nous pour savoir dans quelle orientation elles vont. Alors, il ne faut pas que de l'orientation, il faut aussi de la distance. Alors, comment font les fourmis pour mesurer leur distance? L'expérience de tueur qui a bien marché, c'était de mettre des fourmis sur échasse. Alors, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont attendu que la fourmi arrive, s'éloigne de son nid, elle trouve la nourriture, elle est peut-être ici à une cinquantaine de mètres de son nid, ils les déplacent. Mais cette fois, alors quand on voit d'habitude, quand on déplace la fourmi, vous pouvez le déduire grâce à votre compréhension de l'intégration du trajet, elle va chercher son nid de manière déplacée aussi. Ouais. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir d'ici, ils ont mis les fourmis sur échasses. Donc en fait, les échasses pour fourmis, là, ce que vous voyez, c'est des poils de cochon. Ce qui fait que la fourmi est plus haute sur pattes et ce qui fait qu'elle fait des pas plus grands. En faisant des pas plus grands, ils ont regardé comment les fourmis estimaient la distance. Et vous voyez en violet ici, elles surestimaient la distance. Et du coup, ils se sont dit, le nombre de pas est important. Parce que les pas sont plus grands, mais si elle a fait le bon nombre, elle devrait chercher là, et c'est ce que faisait la fourmi. Donc, avec cette petite technique et les poils de cochon, ils ont quand même réussi à comprendre que les fourmis utilisaient notamment quelque chose comme une notion de la distance basée sur leur nombre de pas. Alors, je donne quand même un petit bémol à ça, parce qu'on pourrait faire le lien vite en se disant, elles comptent leurs pas, 1, 2, 3, 4, 5, c'est probablement pas ce qu'elles font. C'est l'idée qu'elles sont capables d'accumuler une distance basée sur le nombre de pas. Ça ne veut pas dire qu'elles s'amusent à les compter un par un de façon discrète. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres expériences qui ont montré que ce n'est pas le nombre de pas, mais elles sont capables de prendre plein d'autres choses en compte en parallèle. Mais si on les met sur des échasses, les pas plus grands font qu'elles surestiment. Là, cette figure, c'est juste pour vous donner une idée de l'échelle quand même et de la précision de cette stratégie. Comparée avec vous et au jardin des plantes, imaginez-vous faire un trajet allé comme celui-là, vous voyez l'échelle 10 mètres. Donc là, la fourmi, elle s'est éloignée de plusieurs centaines de mètres en cherchant de la nourriture, elle fait un peu n'importe quoi, elle va à gauche et à droite. Elle trouve de la nourriture, elle décide de rentrer. Vous voyez la précision de l'estimation qui lui permet de retrouver l'endroit de son nid caché dans le sol du désert. En fait, je pense que ces cataglyphistes, jusqu'à présent en tout cas, sont les championnes de l'intégration du trajet. On n'a pas d'espèces qui sont capables de faire cette stratégie de façon aussi précise que les fourmis. Donc, c'est une forme de cognition, une forme d'intelligence qui nous est assez étrangère, mais sur lesquelles un animal peut devancer un humain largement. Alors, moi, mon sujet de prédilection pendant ma thèse, c'était en Australie. Là, on est au centre de l'Australie, avec une espèce de fourmi un peu analogue. Donc, on n'est plus au Sahara, mais c'est des fourmis du désert aussi. Elles sortent que quand il fait chaud pour éviter la prédation et pour trouver des petits insectes grillés au sol. Un petit peu pareil, mais vous voyez que l'environnement est quand même fourni en repères, beaucoup plus de repères. Alors là, vous voyez une vidéo qui est ralentie 10 fois, parce qu'elles vont très vite, ces fourmis. Et l'idée, c'est qu'il suffit de leur donner un petit bout de cookie, et c'est ça qui est génial. Vous êtes sur le terrain, il suffit de donner un petit bout de cookie à votre fourmi, et la fourmi, elle veut absolument rentrer à son nid. Donc, vous contrôlez sur le terrain sa motivation de façon très facile. Quelque chose de rêvé pour faire des études. Donc, il y a des chercheurs qui avaient fait ça avant que je démarre ma thèse,
Vous voyez ici une vue de haut avec tous les buissons qui sont représentés là, avec les petits ronds gris. Et vous avez le nid avec un N de la fourmi. Et les trajets que vous voyez en gris, c'est les trajets retour depuis ce carré blanc qui est la source de nourriture. Et vous voyez, c'est une fourmi qui fait toujours la même route. Et si vous prenez la fourmi et vous la déplacez, comme dans l'expérience de l'intégration du trajet, vous voyez que ce n'est pas un problème. Là, la fourmi, elle s'est fait déplacer au point rouge. Elle reconnaît tout de suite sa route. Alors que si elle avait été utilisée purement l'intégration du trajet, elle aurait dû chercher son nid à l'endroit où elle s'est fait déplacer, là, parce qu'elle s'est fait capturer à son nid. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais en gros, ces fourmis-là utilisent principalement la reconnaissance des repères terrestres autour d'elle. C'est-à-dire que si on change le panorama visuel, vous avez la fourmi qui s'arrête aussitôt comme perdue. Si vous lui relaissez le panorama visuel disponible, elle repart dans sa direction. Donc, je précise quand même, il s'agit d'espèces, toutes les espèces ne font pas ça, des espèces de fourmis qui sortent toutes seules, livrées à elles-mêmes et qui ne vont pas se fier à des indices, des pistes chimiques comme vous pouvez voir dans votre cuisine où il y a plein de fourmis qui se suivent les unes derrière les autres. Là, on est sur des fourmis, chacun pour soi quand on sort du nid, mais on rapporte la nourriture pour la partager dans le nid quand même. Pas si égoïste. Donc, des fourmis qui utilisent pas l'intégration du trajet, mais la navigation visuelle. En réalité, elles utilisent les deux. Elles savent faire un petit compromis entre les deux. Et c'est ça qui est sympa. Alors là, je vous donne juste une idée de l'échelle. Alors, je ne sais pas si sur ce film, vous voyez, là, ce n'est pas très beau, mais on voit un point qui se déplace assez rapidement. Ben, c'est une fourmi. Dans un film, en réalité, à vitesse normale, en fait, elle se déplace par 1 mètre par seconde. Bon, je vous imaginez sur le sol 1 mètre par seconde. C'est des fourmis qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Ça va très, très vite. Elles courent sur le sol très chaud, à fond. C'est super pour nos expériences parce que ça va très vite. Alors là, on va sur une fourmi beaucoup plus lente, mais dans un environnement beaucoup plus complexe. Là, on est en Guyane avec cette photo et une autre fourmi, celle que j'avais justement utilisée dans le rectangle. Et je suis parti sur le terrain pour voir cette fourmi dans son milieu naturel. Et là, je vous montre un petit film d'une de ces fourmis qui rentre chez elle. Alors, vous voyez, le sol est complètement différent. Là, c'est vitesse normale, donc elles vont beaucoup plus doucement. Mais elles sont capables de s'éloigner quand même de plusieurs dizaines de mètres. Et surtout, ce qui est bluffant, c'est qu'elles sont capables de retrouver l'entrée de leur nid. Vous voyez là, un tout petit trou comme ça dans une branche. Imaginez-vous avoir fait 20 mètres dans la forêt vierge et être capable de retrouver ce tout petit trou. Je vous le dis, et je connais des chercheurs qui se sont perdus avec moins de 20 mètres de déplacement. C'est quelque chose de très, très dur. Et elle, bien sûr, se fie énormément à la reconnaissance de scène et très peu à l'intégration du trajet. Pourquoi elle se fie peu à l'intégration du trajet? Il y a deux raisons. Quand vous marchez sur des feuilles sans arrêt en 3 dimensions, ça devient beaucoup plus dur que sur quelque chose de plat et dans le désert. Et souvenez-vous aussi, l'intégration du trajet, elle demande des repères célestes dans le ciel. Or là, dans la forêt vierge, on n'a pas beaucoup accès au ciel. Par contre, on a énormément d'accès de repères terrestres. Donc, quand on compare ces 3 espèces, vous avez les espèces du Sahara qui utilisent beaucoup l'intégration du trajet, des espèces intermédiaires comme celle d'Australie, puis des espèces comme celle de Guyane qui se fient beaucoup aux repères terrestres. Et ça correspond exactement avec l'information que vous avez dans l'environnement. Au Sahara, vous avez plein d'informations célestes, super pour l'intégration du trajet. Dans la forêt vierge, plein d'informations terrestres, super pour apprendre les repères terrestres. Donc, quand on voit ça, souvent, l'idée, et qui est probablement en partie vraie, c'est de dire la nature est bien faite. C'est quand même génial de voir que ces fourmis qui ont accès aux informations qui sont bien pour l'intégration du trajet sont très fortes à ça. Et à l'inverse, les fourmis de la forêt sont très fortes aux repères visuels. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi c'est bien fait? Pour comprendre ça, il faut aussi regarder ce qui se passe dans le développement d'une petite fourmi naïve qui sort pour la première fois de son nid. Alors, ce que font les fourmis naïves, comme d'ailleurs les abeilles naïves ou les guêpes naïves, quand elles sortent de leur nid pour la première fois, elles font une sorte de danse. Donc, vous avez la fameuse danse des abeilles autour du nid. Vous pouvez voir si vous avez des ruches. Et si vous regardez les fourmis autour de leur nid, vous allez voir aussi ces fourmis qui font cette petite danse. Donc, en fait, elles sortent et elles font des petites pirouettes. Là, on a un film qui n'est pas très bon, je dois avouer. Mais vous avez une fourmi ici qui commence, vous voyez, elle fait sans arrêt des petites pirouettes autour de son nid et puis elle retourne à son nid. Elle va faire ça pendant 3-4 jours. Et c'est pendant ce moment-là qu'elle va apprendre les repères visuels qu'il y a autour de son nid. Mais pour apprendre les repères visuels et surtout pour retrouver son nid au début, elle a besoin de l'intégration du trajet qui va lui dire où est ton nid avant que tu aies pu apprendre les repères visuels, puisqu'au début, elle ne les connaît pas. Donc en fait, c'est une sorte d'échafaudage, l'intégration du trajet. Parce que vous avez l'intégration du trajet, vous pouvez faire cette danse et alors vous pouvez apprendre les repères visuels qui ensuite vous permettent de rentrer au nid en utilisant les repères visuels. Une fois que la fourmi a fait ces petites danses, vous pouvez la relâcher autour de son nid. Là, elles sont relâchées à une dizaine de mètres et vous les voyez qui sont capables de rentrer et de retrouver leur nid. Elles ont juste fait des petites danses et ça leur suffit pour avoir appris les repères visuels terrestres.
Donc, cette idée, c'est que ce qui est joli là-dedans, c'est comme une sorte de séquence, c'est comme une sorte de mélodie. C'est d'abord l'intégration du trajet chez une fourmi naïve, elle n'a que ça, qui va lui permettre de construire une nouvelle représentation du monde basée sur les repères terrestres, qui ensuite est plus efficace parce que les repères terrestres, vous pouvez les utiliser même si vous vous êtes fait déplacer, ce qui peut arriver comme on verra par la suite. Ce qui est rigolo, c'est que quand on fait des expériences ou quand on fait nos modèles dont je vous parlerai, on a toujours, c'est jamais 100%. On a toujours des individus qui font des choses vraiment différentes. Alors là, on a relâché cette fourmi et il se trouve qu'il y en a une qui part dans la direction opposée. Il y a eu beaucoup de questions, c'est pourquoi, comment cette diversité est maintenue, comment l'évolution sélectionne une diversité de comportements. Et au final, c'est peut-être pas autant quelque chose de déterminé, cette différence, mais simplement l'histoire de vie. Pensez à cette fourmi. Là, en fait, ici, vous voyez plein de trajets successifs d'une même fourmi. Son nid est ici. Alors, je ne sais pas si vous, j'espère que vous voyez ma souris, à côté du chiffre 22. Et vous avez chacun trajet. Alors, les premiers, on ne les voit pas parce que c'est les petites danses autour du nid. Mais ensuite, elles s'aventurent. Là, on voit le trajet numéro 4 qui est parti par là. Il y a des trajets 7, 8 et le 5, 6 se sont trouvés par là. Et en noir, là, vous avez les chiffres quand, par chance, elle a trouvé de la nourriture. Donc, cette fourmi, elle a d'abord trouvé de la nourriture un petit peu là. Puis ensuite, elle a été un peu bredouille sur les trajets 11, 12, tout ça. Elle s'est aventurée ailleurs. 14, elle en a trouvé là. Elle a continué un petit peu, 17, tout ça. Puis elle s'est mise à trouver beaucoup de nourriture ici. Et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il commence à y avoir une sorte de route qui se dessine. Et si vous continuez avec ce genre de comportement et vous attendez un petit peu plus, vous allez voir que cette fourmi qui était naïve au début, au bout d'un moment, ça devient une fourmi experte qui va suivre tout le temps sa route. Donc, vous avez un passage de la première danse jusqu'à une sorte de routine. Alors, vous pouvez y voir une métaphore de notre propre vie. Regardez l'enfance, regardez la vieillesse. Une sorte de routine à laquelle on ne dérive plus, qui est la route. Belle métaphore du développement, je trouve, qui est là, concrètement, devant nos yeux. Et alors, pourquoi elle suit cette route? C'est quand même qu'elle a eu de la chance de trouver sans arrêt de la nourriture ici. Elle ne l'aurait pas trouvée ici, elle aurait eu une autre route, un autre développement. Et il se trouve que plus les fourmis suivent une même route, plus ils connaissent bien l'environnement qui est le long de cette route, donc plus ça devient familier. Et plus ça devient familier, plus ils font confiance aux repères terrestres et plus ils ignorent l'intégration du trajet. Donc vous voyez qu'au final, ça dépend de la chance d'histoire de vie, si elle a trouvé des cookies au même endroit ou pas. Parce que vous avez d'autres fourmis qui sont les mêmes, qui, elles, vont sortir, pas trouver de la nourriture, finalement plus sortir et rester dans le nid. Il y a eu des études qui ont montré chez certaines espèces de fourmis qui sont toutes des clones. Il y a certaines espèces de fourmis où tous les individus sont génétiquement identiques, tous des clones. Et pourtant, vous avez certaines d'entre elles qui vont sortir, devenir des expertes fourrageuses, des tueuses en série qui vont rapporter des proies sans arrêt. Et vous avez d'autres qui vont rester au nid et qui vont s'occuper du couvain, alors qu'elles ont exactement les mêmes gènes. Qu'est-ce qui explique cette différence? C'est leur histoire de vie, leur histoire personnelle qui va les amener à se développer plutôt comme ça ou comme ça. Des trajectoires développementales qui dépendent de la contingence avec l'environnement. Alors, finalement, quand on regarde encore cette histoire d'avant de la nature est bien faite, une expérience qui a été faite qui est sympa, c'est si on prend ces fourmis intermédiaires et on met certains nids dans des environnements où on met beaucoup d'informations terrestres et on met d'autres nids dans des environnements où justement il y a beaucoup de ciel et peu d'ouverture. Qu'est-ce qui va se passer spontanément? C'est que ces individus qui auront été dans un milieu ouvert, comme le Sahara par exemple, au final, tout se ressemble partout. Il y a peu d'informations terrestres. Alors, finalement, les choses ne deviennent pas si familières et donc elle va tout le temps se fier à l'intégration du trajet. À l'inverse, une fourmi qui va être dans un environnement visuel terrestre complexe va vraiment se mettre à apprendre des routes parce qu'il y a des choses à apprendre simplement à force de faire le même trajet. Elle va apprendre ses repères visuels terrestres simplement parce qu'ils sont là. Et de ce fait, de sa propre flexibilité, va se mettre à ignorer l'intégration du trajet. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine flexibilité, pas seulement au niveau de l'espèce, mais au niveau de l'histoire de vie des individus, qui va les amener à être plutôt un style ou plutôt un autre style. Et une piste de réflexion qui est assez intéressante, c'est que je pense que cette plasticité, cette flexibilité qui vient bien sûr de leur cerveau en partie, c'est ce qui permet à une fourmi, en tant qu'individu, d'être flexible et adaptée, et s'adapter, mais c'est aussi ce qui permet sûrement à l'évolution de facilement changer d'espèce ou de faire évoluer les espèces de manière à les adapter facilement à des environnements. Peut-être la plasticité neuronale, c'est une voie à la fois pour un individu au sein de sa vie et aussi une voie pour l'évolution à travers les espèces pour les faire évoluer facilement. To be meditated. Alors, comment ça marche dans le cerveau d'une fourmi? Parce que oui, les fourmis ont un cerveau, mais j'y viens pas tout de suite. Parce qu'il ne faut jamais regarder le cerveau avant d'avoir compris quelle est l'entrée sensorielle, quel est l'input visuel. Alors là, on parlait surtout de navigation visuelle, mais quel est le monde d'une fourmi? Qu'est-ce qu'elle perçoit? Ça, c'était des questions qu'un
un grand chercheur qui était dans les années 50, von Uexküll, a appelé l'Umwelt. L'Umwelt, c'est le monde personnel en allemand. C'est-à-dire qu'il s'est dit différentes espèces ont des mondes personnels complètement différents. Et même au sein d'une espèce, on a des mondes différents. Pensez à un architecte qui se promène dans la rue avec un musicien. Ils ne se promènent pas dans la même rue. Ils ont un monde personnel différent du fait de leur expérience, du fait de leur croyance. Ils vont filtrer le monde de façon différente. Oui. Alors, quel est le monde d'une fourmi? Est-ce qu'on peut y accéder? Alors, une première chose, si on parle de vision, c'est de regarder quel type d'information arrive à travers leurs yeux jusqu'à leur cerveau. Alors, si on regarde l'œil d'une fourmi, donc on voit ses yeux à facettes, il y a des gens qui se sont amusés à regarder la résolution visuelle que ça donnait. Et il se trouve qu'un œil à facettes, c'est une résolution très basse par rapport à l'expérience dont on fait tous les jours. C'est une résolution de 100 à 1000 fois plus faible que notre résolution de tous les jours. Alors, là, on peut avoir, on va dire, une photo d'un point de vue un peu humain. C'était la maison dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps pendant ma thèse au milieu de l'Australie, dans laquelle on vivait et on faisait les expériences de terrain sur les fourmis autour de cette maison. Donc là, la photo a été prise à 20 mètres de la maison. Et du coup, voilà, il y a une maison. Et puis autour, j'ai flouté la photo parce que c'est vrai quand même que notre résolution périphérique, je vais y venir, est assez floue. Maintenant, si on reste au même endroit et je prends cette fois une photo point de vue fourmi, basée sur la résolution d'une fourmi, déjà on voit que c'est beaucoup plus flou. Et aussi, elle est plus large parce que les fourmis ont une vision presque à 360 degrés. Elles voient derrière la tête. Donc voilà une photo qu'on a simplement filtrée pour être un peu plus proche du genre d'information qui arrive sur les yeux d'une fourmi. Et vous voyez la maison, elle est là, dans le cercle rouge là. C'est-à-dire en fait, elle disparaît complètement. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a fait réaliser à quel point, comment mon point de vue du monde était biaisé, parce que quand on est à 20 mètres de cette maison paraît un repère magnifique. Je la reconnais, elle est super, elle est là, elle est immense. Or, en fait, elle n'est pas grande. En fait, elle est petite. C'est moi qui mets de l'importance sur cette maison. Si je compare aux arbres qui y a plus proche de moi, ça va prendre tout l'espace sur mes yeux, en fait. Alors, on a fait une étude de modélisation. Ici, je vais aller rapidement dessus, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à quel point c'était facile de reconnaître une scène visuelle si on changeait la résolution. Là, en haut, vous avez une grosse résolution, et en bas, vous avez une résolution très, très mauvaise, là, que 2 pixels, en gros, quoi. Un pixel pour tout ce qui est à gauche et un pixel pour tout ce qui est à droite, et des résolutions intermédiaires. Et on a aussi varié le champ visuel, c'est-à-dire est-ce qu'on voit que juste devant comme une petite fenêtre, ou est-ce qu'on s'ouvre comme les insectes jusqu'à 360. Et ce graphe-là, en fait, ce qu'il montre, c'est qu'en abscisse, vous avez le champ visuel. Donc, 360 degrés, ça veut dire un gros champ visuel comme les insectes. 36 degrés, c'est une petite fenêtre devant soi. Et quand c'est blanc, ça veut dire que ça marche bien, on reconnaît bien la scène. Et quand c'est noir, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, on voit déjà, il vaut mieux un grand champ visuel, c'est là où il y a du blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est sur l'axe des ordonnées, là, à la verticale, vous avez la résolution, c'est-à-dire qu'en bas, on a une très mauvaise résolution. En haut, on a une très bonne résolution. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au final, une très bonne résolution, ce n'est pas forcément le mieux. Le mieux, il est pour une résolution intermédiaire. Le point rouge, là, il représente l'œil d'un insecte, où il se situe en termes de champ visuel et de résolution. Et vous voyez qu'il tombe dans le blanc. Une haute résolution, en fait, est moins bonne pour reconnaître les scènes. Pourquoi? Parce que si vous avez une haute résolution, si vous faites un tout petit changement dans la scène, ou si vous êtes simplement 1 mètre à côté, eh bien, vous n'êtes plus capable de la reconnaître parce que vous êtes noyé dans les détails. Les feuilles de l'arbre ne vont plus être exactement vues du même point de vue. Et donc, c'est difficile pour l'ordinateur ici de reconnaître. Si vous baissez la résolution un petit peu, au bout d'un moment, vous avez ce compromis magnifique où il n'y a plus que les grosses généralités de la scène qui sont très spécifiques d'un endroit du monde. Il n'y a plus besoin, on a enlevé tous les détails qui ne servaient à rien et on a gardé juste ce qu'il fallait pour reconnaître où on se situait. Donc, je trouve ça intéressant de montrer que moins de résolution, ça peut être mieux pour se reconnaître dans l'espace. Donc, peut-être que l'œil d'insecte est ici pour des bonnes raisons. Alors, là, je fais juste une petite aparté sur les méduses parce que je pense qu'elles ont démontré cette idée parfaitement. Ils ont montré chez certaines méduses, pas toutes, les cubozoaires, c'est des méduses un petit peu bizarres qui ont des yeux. Ils ont des yeux, ils ont 4, en fait, ils ont 24 yeux. Et là, on va s'occuper juste de ce type d'yeux qui, en fait, va regarder la surface par-dessous l'eau et il va regarder un peu tout ce qui se situe au-dessus de la méduse. Et grâce à ces yeux, en fait, elles sont capables de se rapprocher des mangroves, mais pas trop près. Parce que quand on est trop près, il y a des branches. Et quand on est trop loin, il n'y a plus de nourriture. Donc, elles arrivent à se rapprocher et se mettre au bon endroit en utilisant la vision, en regardant au-dessus d'eux où sont les arbres et de rester à la périphérie. Pour faire ça, c'est beaucoup mieux d'avoir une vue comme ça, là, vous voyez, c'est-à-dire très, très, très floue, plutôt qu'avoir une vue comme ça. Et quand on regarde l'œil de ces insectes,
vous avez, alors là, je rentre un peu dans les détails, mais l'œil, c'est un peu comme une caméra. Et pour ces fourmis, pardon, ces méduses, voilà, ça c'est classique, méduses ici. Pour ces méduses, l'œil va focaliser la lumière à un endroit qu'on va appeler le point focal. Or, la rétine, normalement, elle est sur ce point focal pour voir net. Chez ces méduses, elle est décalée, comme si elle avait un œil trop bien, et la rétine cherche à décaler exprès pour voir flou. Donc, je trouve que c'est une démonstration de la nature, comme quoi moins peut être plus, si elle a sélectionné ce genre de rétine décalée. Pour ce qui est de notre œil à nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait 100 fois mieux que les fourmis, mais ça, c'est vrai que pour notre fovea, qui est une toute petite partie du champ visuel juste devant nous. Dès qu'en fait, on regarde sur le champ visuel périphérique, ce qui se passe sur les côtés, c'est très flou. Et en fait, c'est aussi flou que les insectes. Or, il y a des études d'IRM fonctionnelles, donc quand on regarde dans le cerveau des humains, qui ont montré que la fovea, elle était très importante pour reconnaître les objets. Ah, ici, il y a un autre humain, ici, il y a un microphone, ici, il y a un ordinateur. Fovea, grosse résolution, objet. Par contre, quand il s'agit de reconnaître où on est dans une scène, ce n'est pas la fovea, c'est l'œil périphérique à basse résolution qui est très important pour reconnaître des scènes. Et les gens qui ont des problèmes de dégénérescence maculaire, qui voient concrètement un point noir au lieu de leur fovea, c'est-à-dire que toute la vue centrale est un point noir, c'est une lésion, enfin un problème assez terrible, ont beaucoup de mal à reconnaître les objets, mais jamais aucun mal à s'orienter dans la nature ou dans une ville. Alors qu'au contraire, des gens qui ont une lésion, des patients qui ont une lésion dans une aire cérébrale qui reçoit cette vision périphérique, n'ont aucun problème pour reconnaître les objets. Par contre, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes pour s'orienter dans la nature, typiquement. Donc, je pense que finalement, même nous, notre moyen d'apprendre les repères terrestres et de s'orienter dans la nature, il est peut-être un petit peu comme une fourmi, au final, basé plutôt sur une reconnaissance de scènes floues que sur une haute résolution visuelle. Alors, commencer dans le cerveau, avant d'aller là, je vais cette fois parler du mouvement, parce que l'Umwelt a deux dimensions. Il y a la dimension perception, il y a la dimension action. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'architecte et le guitariste qui marchent dans la rue. Pourquoi ils voient différemment? Parce qu'ils ont agi différemment dans le monde. C'est ça qui fait qu'un guitariste ou un architecte voit le monde différemment. C'est aussi à travers l'action qui les a menés à ça. Quand on regarde des fourmis, il y a des expériences. Alors, est-ce que le film va se lancer ou est-ce que c'est complètement cramé? Ah ouais, bon. Je vais remettre là. Vous voyez que parfois, les fourmis s'arrêtent et font ce comportement de scanning. Elles regardent à gauche et à droite. Et ce comportement-là a inspiré l'idée que pour reconnaître les scènes, elle a besoin d'aligner son corps. Et ça a déclenché des modèles où on met des petites fourmis simulées dans des environnements avec point de vue de fourmis, des environnements complexes. Et le modèle, on lui dit simplement, tu fais des tours sur toi-même et tu avances dans la direction qui est la plus familière. Et celle qui est la plus familière, ça va être la bonne direction que tu as déjà appris pour ta route. Et ça suffit pour retracer une route de fourmis. Mais vous voyez que là, la solution, elle n'est pas purement cognitive dans le sens où c'est une grosse réflexion mentale, c'est surtout une réflexion mentale qui va avec un mouvement moteur dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien de voir, cette boucle dynamique avec l'environnement. Bon, alors le problème de ce modèle, c'est que les fourmis, en vrai, elles ne font pas sans arrêt des scannings. Elles font des scannings que quand on les met dans des endroits non familiers. Par contre, ce qu'elles font sans arrêt, c'est des oscillations. Là, vous avez des oscillations magnifiques d'une fourmi australienne, on dirait un pendule. Et en fait, donc la deuxième génération de modèles, c'est plutôt que faire un scanning à 360. On a simplement un modèle qui fait des oscillations spontanées. À l'intérieur de son corps, ça génère des oscillations, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce que va faire la vue, c'est qu'elle va moduler l'étendue de ces oscillations. Et si on fait un modèle comme ça, ça va trop vite. Si on fait un modèle comme ça, alors là, on a des environnements reconstruits, on met notre agent qui fait des oscillations et qui est capable de reconnaître les vues. Vous avez spontanément un comportement de suivi de route qui peut émerger. J'ai été très rapide, mais l'idée est simple. C'est que pourquoi ce modèle marche? C'est parce que la fourmi a quelque chose de spontané dans son corps qui lui fait faire des oscillations. C'est pour dire que la solution, elle n'est pas toujours que dans le monde extérieur et que dans les réflexions. Elle peut aussi être beaucoup dans le mouvement et ces choses spontanées qu'on peut avoir dans le mouvement. Tous les animaux font des oscillations. Nous-mêmes, on fait énormément d'oscillations et ça nous permet beaucoup de comprendre la profondeur de l'environnement. Ce qui est rigolo, c'est que dans ce modèle, on s'est rendu compte, on ne s'y attendait pas, quand il sort de sa route, l'agent fait spontanément un comportement de scanning comme les fourmis. La raison, c'est simplement que quand on sort de la route, ça devient non familier. Et quand c'est non familier, ça stimule l'oscillateur et ça fait des grands mouvements à gauche et à droite qui forcent la fourmi à faire ce comportement de scanning. Donc là, ça donne une autre leçon, c'est qu'un comportement comme un comportement de scanning qui a l'air déclenché comme s'il y avait une décision qui avait été prise dans le cerveau quelque part, en fait, il peut simplement émerger d'un processus continu en dessous qui est en lien entre le corps et la reconnaissance visuelle. Ce n'est pas parce qu'on a un comportement discret qu'il y a forcément une décision discrète. Par discrète, je veux dire bien séparée du reste, une vraie décision qui a été prise dans le cerveau.
Ce qui est intéressant aussi avec ce modèle, c'est que là, on a un beau learning walk d'une fourmi autour de son nid, qui apprend l'espace autour de son nid. Et si on rajoute juste ça au modèle, vous avez maintenant le suivi de route qui se transforme en recherche de nid. C'est assez marrant parce que historiquement, la recherche de nid, vous voyez la fourmi qui vraiment tourne autour de son nid, elle a recherché, elle ralentit, elle fait plein de scanning. Il est très différent du comportement de suivi de route où elles vont à fond le long de leur route. Or, ici, le même modèle va spontanément se transférer d'un suivi de route vers un recherche de nid, sans qu'il ait rien changé. Simplement parce qu'en fait, l'histoire de cette fourmi est différente à cet endroit-là, puisqu'elle a fait des learning walks en regardant vers son nid, alors qu'à cet endroit-là, elle a plutôt fait des longues routes grâce à l'intégration du trajet au début. Donc, on voit comment l'histoire passée peut permettre à une même façon de penser présente de faire des comportements très différents. Donc, voilà un exemple de modèle où après, maintenant, on peut déplacer la fourmi, comme on vous avait montré que les vraies fourmis, elles sont capables d'aller vers leur nid, simplement parce qu'elles ont fait un petit learning walks. Mais ça, c'est un modèle de suivi de route. En gros, une façon de le voir, c'est que si vous faites un suivi de route avec des vues apprises vers votre nid, en fait, ça fait une recherche de nid, quoi, tout simplement. Bon, maintenant, on va aller dans le cerveau d'une fourmi. Alors, juste un petit rappel, c'est qu'on voit souvent ces images de cerveau. Là, on a un cerveau d'humain à l'IRM. Alors, imaginons qu'on zoome dans une région. Là, vous voyez, on a zoomé un petit peu. Et dans cette région, on va prendre un pixel. Donc, un pixel d'IRM, c'est souvent autour de 2 mm². Il faut se rappeler que dans un pixel d'IRM, on peut mettre 4 cerveaux de fourmis. Et du coup, on prend les mesures de « Ah oui, quand on fait des IRM fonctionnels, on n'est pas du tout à l'échelle cellulaire. On est quand même à une échelle très macroscopique par rapport aux vrais neurones. » Parce qu'un seul cerveau de fourmi, ça peut contenir des centaines de milliers de neurones, et chaque neurone peut faire des centaines de milliers de connexions. Donc, vous voyez, quand on parle d'un IRM, en fait, on est loin du compte, très, très loin du compte. Alors là, vous avez ces images qui sont superbes, qui sont faites chez des petites mouches, les drosophiles, où il y a des techniques neurogénétiques qui permettent de visualiser les neurones un par un. Là, vous avez des exemples de neurones un par un. Puis vous voyez, un neurone, c'est quand même compliqué. Ce n'est pas l'image classique qu'on a. En fait, chez un insecte, ça fait des branches un petit peu partout. Donc, c'est un réseau extrêmement compliqué. Alors, il y a des gens qui, malgré cette complexité, sont allés tête baissée pendant une quinzaine d'années et ont réussi à nous produire ce qu'on appelle le connectome, c'est-à-dire que chez une mouche, ils ont réussi à dire comment sont connectés tous les neurones d'un cerveau de mouche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un connectome? Concrètement, c'est un énorme tableau Excel où vous avez des centaines de milliers d'entrées, tous les neurones, fois des centaines de milliers d'entrées, tous les autres neurones, et puis vous avez les poids de connectivité dans le tableau. Alors, c'est très pratique quand on veut savoir quel neurone est connecté à qui, mais en soi, ça ne répondait pas à aucune question. Ce n'est pas parce qu'on a le connectome, ce n'est pas parce qu'on a toute la connectivité d'un cerveau qu'on comprend le comportement. Il y a eu des milliards qui sont mis dans le Human Brain Project, qui est l'idée de faire un connectome avec le cerveau humain. Je peux vous garantir dès maintenant qu'une fois qu'on aura ce connectome humain, si jamais on l'a un jour, en aucun cas, on aura d'un coup compris le cerveau. Ce ne sera pas miracle. Par contre, c'est un superbe outil si, comme vous avez bien compris comment le comportement fonctionne, comment essayer de viser certains neurones pour savoir ce qu'ils font, et c'est exactement ce qui se passe chez la drosophile. À partir de ce connectome, on a pu faire des modèles basés sur la connectivité de leur cerveau. Là, je vous donne un modèle. Ce qui était assez surprenant, c'est qu'on a vu que c'était un modèle qui est connecté comme un donut. Il y a une partie des neurones dans le cerveau d'une mouche, et d'ailleurs de tous les insectes, qui est connectée comme un donut, où chaque neurone connecte à son voisin comme un cercle. Et chez les drosophiles, ils ont pu, en mettant des drosophiles sous un microscope, regarder l'activité de ces neurones qui forment un donut en live, alors que vous avez une petite mouche sous un microscope qui se déplace. Et si vous regardez sur ce donut, vous voyez l'activité des neurones qui se déplacent le long du donut. Là. Or, ils se déplacent dès que la mouche fait des rotations. Là, dans ces courbes-là, vous avez en bleu les rotations qui sont faites par la mouche. Et en rouge, vous avez l'activité du donut, où est-ce qu'elle en est. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est magnifiquement traqué. En fait, dans le cerveau de l'insecte, c'est un compas qui va sans arrêt traquer les rotations et être capable de dire à l'insecte, tu es orienté comme ça, tu es orienté comme ça. C'est une démonstration qui était absolument magnifique et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses, et notamment l'intégration du trajet. Basé sur ce donut, on a réussi à faire un modèle qui était capable de faire de l'intégration du trajet. Et c'est un modèle qui est basé que sur des neurones qui existent chez l'insecte. Donc là, vous avez une petite abeille modélisée qui commence à partir, qui s'éloigne de son nid. Vous voyez l'activité des neurones dans le modèle de neurones qui s'allume comme ça. Donc, je vais avancer un petit peu. Au bout d'un moment, alors vous voyez, il a commencé à faire une recherche. Là, on va dire qu'il va trouver de la nourriture. Et donc, on va activer certains neurones qui vont changer la motivation de cet insecte. Et le même modèle, maintenant, il est capable de rentrer en ligne droite à son nid.
il fait l'intégration du trajet. C'est maintenant ce modèle qui va guider l'agent en disant tourne à gauche ou tourne à droite. Donc, on arrive à expliquer un comportement qui, je vous rappelle, au début du XXe siècle, était considéré comme quelque chose de mystique, quelque chose d'impossible. On arrive maintenant à l'expliquer d'une manière assez poussée. On pourrait comprendre comment fonctionnent les neurones exactement pour réaliser ça dans le cerveau d'un insecte. On commence à prendre en compte ce qui se passe vraiment dans le cerveau d'un insecte. Alors, c'est très simplifié par rapport à la vérité du cerveau d'insecte, mais c'est que des neurones qui existent et il y a beaucoup de points communs. Alors, c'est un outil super pour nous dans la vie de tous les jours parce que ça nous permet de faire des prédictions que certaines personnes peuvent vérifier dans un vrai cerveau d'insecte après coup. Ce qui est génial aussi, c'est que vous voyez après l'insecte qui va faire des recherches autour de son nid spontanément. Une des conséquences de l'intégration du trajet. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va parler plus de navigation visuelle maintenant. Comment ça marche dans le cerveau? Alors, on a des outils qui permettent de traquer les fourmis super bien. Là, vous avez ces petites cataglyphies dans le désert, une de nos expériences. Il suffit d'avoir une caméra à point et vous voyez maintenant avec l'ordinateur, on peut traquer la fourmi, on peut avoir des petites notions de la vitesse exactement à laquelle elle va et tout ça. C'est très pratique. On peut traquer la fourmi. On sait à peu près son œil, donc on sait où est son œil et on peut reconstruire, grâce à ces lidar scans, l'environnement en 3D dans des modèles. Si on met les trois ensemble, on sait où est la fourmi, donc on peut reconstruire n'importe quel point de vue, donc on peut déduire ce qui est arrivé à son œil, et c'est ce qu'on a fait. Donc là, vous avez le genre de point de vue de fourmi qui est le long de sa route. Donc une fourmi cataglyphis, quand elle fait sa petite route, c'est ce genre d'input qui arrive à son œil. Alors, je ne dis pas c'est ce qu'elle voit, parce que ce qu'elle voit subjectivement, on n'y a pas accès malheureusement, mais je suis capable de dire que c'est ce genre d'information qui arrive jusqu'à son œil. C'est intéressant, c'est que quand elle fait cette route, elle est capable de la mémoriser en une seule fois, visuellement. Donc ça, c'est aussi une sorte de tâche cognitive, j'ai envie de dire, d'intelligence animale qui nous dépasse, parce que nous, humains, on n'est pas capable de mémoriser ça en une seule fois. Si on vous met à un autre endroit, vous serez sûrement perdu, il va falloir beaucoup plus de fois. Mais c'est que ces fourmis sont vraiment très fortes à l'apprentissage visuel. Alors, quand on regarde dans leur cerveau, on voit que les yeux, ils envoient des informations dans une aire cérébrale qu'on appelle les mushroom body en anglais, les corps pédonculés. C'est une aire cérébrale qui est très connue pour l'apprentissage d'odeur. Mais quand on regarde les fourmis qui utilisent les yeux pour apprendre à suivre des routes, elles n'envoient pas que des informations d'odeur, elles envoient plein d'informations visuelles. Donc, on a fait des modèles. Donc, ça, c'était avec mon doctorant. On a fait des modèles où on a regardé la connectivité de ces aires cérébrales. Et alors là, je vais aller vite, mais c'est l'idée. On a modélisé le genre d'input que voyait l'œil de la fourmi et on peut voir comment les neurones s'activent profondément dans le cerveau grâce au modèle. Alors, ce n'est pas les vrais neurones, c'est les neurones comme ils s'activent avec le modèle. Et je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer comment ça fonctionne, mais on a aussi des changements synaptiques qui permettent de faire l'apprentissage de route. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que même si nous, humains, ça nous paraissait très difficile d'apprendre ces images en un coup, le modèle, qui est assez simple, eh bien, en fait, il y arrive très bien. Il y arrive très bien parce qu'on a cherché à faire un modèle qui arrive très bien. Il y arrive très bien parce qu'on a regardé dans le cerveau des insectes quelle connectivité, et c'est une connectivité qui est très efficace pour apprendre ces images du monde. Alors, on peut faire aussi d'autres types d'expériences en utilisant des petits appareils comme ça, où vous voyez là, la fourmi, elle est fixée, la pauvre, mais ne vous inquiétez pas, elle a un cookie, elle est contente. Tant qu'elle a un cookie, elle est motivée, elle rentre à son nid et on les remet toujours à leur nid. Mais en attendant, c'est super parce que nous, on peut contrôler l'orientation dans laquelle est la fourmi. Parce que si vous la laissez sur le sol, c'est la fourmi qui décide son orientation. Alors que là, c'est nous qui décidons son orientation. Et on peut voir si elle va chercher à aller à gauche ou à droite, par exemple. On peut enregistrer les déplacements de cette boule en polystyrène pour déduire ce que la fourmi veut faire. Et ça peut nous donner plein d'avantages. Et notamment, ça nous a permis de découvrir que si la fourmi elle est orientée à droite de sa route, elle sait que sa route est à gauche, elle cherche à tourner à gauche. Or, si la fourmi est orientée à gauche, elle sait que sa route est à droite. Ça vous paraît simple, mais ce n'était pas évident parce que tous nos modèles d'avant, rappelez-vous, ils disaient qu'il fallait reconnaître les vues en face de la route. Tout ça pour vous dire que ce genre d'expérience peut nous aider à donner des idées dans notre modèle qui est basé sur le cerveau pour essayer de comprendre comment celui-là fonctionne. Et on a vu qu'effectivement, notre modèle du cerveau qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner si on avait des vues qui étaient apprises tout droit, il fonctionne magiquement si on part du principe que les vues sont apprises à gauche et à droite. Petite note, désolé de t'interrompre, 5 petites minutes. Il te reste 5 minutes. Je vais passer à ce qui est plus intéressant alors. Ça, c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a un modèle qui est basé sur la vision des insectes, on a vu que si dans notre modèle, on remplace les yeux par des antennes, donc cette fois un peu comme une mouche qui va envoyer des informations olfactives dans cette aire cérébrale,
eh ben, on a spontanément plus des comportements de fourmis qui sortent, mais des comportements de mouches qui ressemblent aux vrais comportements de mouches. Donc, ça montre parce qu'en fait, tous ces insectes, ils ont des aires cérébrales séparées, des aires cérébrales très similaires d'un insecte à l'autre, mais ils vont les connecter différemment. Et nous, dans nos modèles, quand on a ces aires cérébrales, si on les connecte différemment, on arrive à faire sortir des comportements qu'on va retrouver chez un insecte et pas un autre. Donc, c'est-à-dire que si on met des antennes sur notre modèle, comme les petites mouches, vous voyez, là, c'est des trajets de petites mouches. Elles vont vers la poire. Là, c'est Birnée, c'est la poire. Elle avait fait son expérience, vous voyez, elles sont attirées grâce aux odeurs vers la poire. Mais là, elle avait fait une expérience un peu cruelle. On est en 1934, où on lui coupe une antenne. Et là, elles ont du mal à aller vers la poire. Elles vont tourner vers la droite, vers l'antenne disponible. Et notre modèle, si on lui coupe fictivement une antenne, il fait pareil. Mais si on leur laisse suffisamment de temps, elles arrivent quand même à aller vers la poire. Et il se trouve que notre modèle aussi. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas des choses qu'on a cherché à mettre dans nos modèles. C'est des choses qui émergent spontanément de nos modèles, même si on change de modalité visuelle ou olfactive. Bon, je vais passer toutes ces fourmis en arrière. Je vais raconter la dernière histoire. J'ai pris trop de temps. La dernière histoire, c'est justement quand est-ce que la fourmi dépasse nos modèles. Parce que nos modèles, ils sont très simplistes par rapport à ce que les fourmis peuvent faire en vrai. On avait vu dans nos expériences que parfois, il y avait ces bourrasques de vent qui soufflaient les fourmis à 10 mètres. Alors, c'était embêtant pour nos expériences parce que vous avez enfin votre résultat et là, votre fourmi se fait souffler sur le côté. Et donc, l'expérience est gâchée, mais on s'est dit que ça devait être une calamité pour ces insectes. Et alors, on s'est dit, mais est-ce qu'ils sont capables de gérer ces déplacements dus au vent? Alors, on a fait une expérience. Là, je vous démontre pourquoi il y a du vent à Alice Springs, on est en Australie. Vous voyez un magnifique setup. On est tout à fait en système D quand on fait de la recherche sur le terrain, comme vous pouvez le voir. Et voilà le setup après un beau coup de vent. Voilà la preuve qu'il y a du vent. Donc, imaginez les fourmis se font souffler avec ce genre de puissance. Et donc, on a fait cette expérience où cette fois, on a utilisé un souffleur de feuilles pour souffler les fourmis. Là, vous avez un nid de fourmis. Les fourmis sortent. Et on leur a mis des cookies juste autour. Elle trouve un cookie et à ce moment-là, hop, elle se fait souffler. Et elle arrive à se tamponner dans une de ces deux pancartes. Donc là, celle-là, elle s'est fait tamponner dans cette pancarte, dans lequel elle va tomber dans un puits. Alors là, on a un petit slow motion d'une fourmi qui se fait déplacer par le vent, où on la voit tourbillonner dans tous les sens. Donc l'idée, c'est qu'on a soufflé la moitié des fourmis vers le sud ou l'autre moitié vers le nord. Vous avez ici un petit schéma qui montre ça, les fourmis vers le sud, vers le nord. Quand elles arrivent contre la planche, elles tombent dans un puits. On les prend ici, on les transporte dans les noirs et on les relâche à une centaine de mètres à un endroit complètement inconnu des fourmis. Donc, mettez-vous à la place des fourmis, vous êtes tranquille, un cookie, vous faites souffler, vous arrivez dans le noir, dans un puits et vous découvrez maintenant un environnement complètement inconnu. Et on a regardé si les fourmis qui étaient soufflées vers le nord allaient vers le sud et vice-versa. Et là, vous voyez que ça, c'est sur la planche de relâcher inconnu. Chaque point noir représente la direction prise par une fourmi. On voit bien que les fourmis qui sont allées vers le nord sont allées vers le sud et vice-versa. On a répété cette expérience plusieurs fois et on a bien montré qu'elles sont capables de prendre en compte la direction du vent dans laquelle elles sont fait souffler. Alors, on s'était dit, peut-être en fait, elle utilise une prédiction, c'est-à-dire avant de se faire souffler, on a remarqué, par chance, c'est cette fourmi qui nous a offert cette solution, qu'elle faisait ce comportement d'accroche. Et on s'est dit, peut-être c'est pendant ce moment-là, avant de se faire souffler, qu'elle enregistre dans quelle direction elle va se faire souffler. Donc, pour tester ça, on a mis cette fois autour du nid, bon là, il n'y est pas sur la photo, mais on a mis un petit toit qui empêchait les fourmis de voir le ciel pendant qu'elles s'accrochaient. Vous voyez là le cercle, c'est là où il y avait le petit toit. Les fourmis s'accrochent en dessous, puis on les souffle, mais quand elles se font souffler, elles ont accès au ciel. Et si on fait ça, et qu'on les relâche à l'endroit inconnu, elles sont plus capables de s'orienter dans la bonne direction. Donc, ça montre que c'est très important le moment de s'accrocher. À l'inverse, si on souffle et on laisse les fourmis s'accrocher en regardant le ciel, mais cette fois, on ne va pas augmenter la puissance du vent, ce qui fait que la fourmi ne va jamais se faire déplacer. On va juste arriver, on l'attrape, on le met dans le tube alors qu'elle est encore en train de s'accrocher. Donc, elle ne s'est pas fait déplacer. Et on va la relâcher à cet endroit inconnu. Là, de nouveau, elle est capable d'aller dans la bonne direction. Ça démontre que les fourmis, en fait, elles faisaient une prédiction dans quelle direction le vent allait les souffler. Ce n'était pas au moment de se déplacer, c'était avant. Alors, il y a certaines fourmis qui se sont fait souffler de face, d'autres de dos, d'autres de profil. Donc, on comprend comment elle est capable d'enregistrer grâce à ses antennes si le vent est de devant, de derrière, de gauche et de droite. Mais cette information qu'on appelle égocentrique, gauche, droite, devant, derrière, elle n'est pas très utile. Puisque quand vous êtes à un nouveau endroit, gauche, droite, devant, derrière, ça ne sert plus à rien. Parce que vous faites des rotations, vous ne savez pas. Vous devez avoir mémorisé nord, sud, est, ouest. Et c'est ce que font les fourmis grâce à leur compas céleste. Donc, en fait, elles ont une manière d'utiliser leurs yeux pour lire la direction du vent dans le ciel, si vous voulez, et pour la mémoriser de manière à ce que quand elles sont dans un endroit inconnu, elles savent utiliser le ciel pour repartir dans la bonne direction du vent. En vrai, aujourd'hui, on a une bonne idée comment ça fonctionne dans le cerveau d'une fourmi. Ah, ça, c'est juste pour le plaisir de les voir se faire souffler quand même.
Même si on a 5 minutes, je pense que ça vaut le coup. J'arrive à la fin là. Alors, ça, c'est un petit peu, généralement pour conclure, vous avez différentes aires cérébrales et on a tendance on entend souvent cette aire cérébrale, c'est pour tel comportement, cette aire cérébrale, c'est pour tel comportement. Ce qu'on montre avec ces modèles, c'est qu'en fait, c'est l'ensemble des aires cérébrales et comment ils interagissent qui sont capables de faire toute une gamme de comportements différents en fonction du contexte, de l'histoire de vie, de qu'est-ce qui va être un peu plus activé à tel moment ou à un autre. C'est vraiment quelque chose de distribué et de collectif. Un petit mot pour finir. Ces modèles qu'on a développés qui permettent d'apprendre les scènes visuelles, on fait une collaboration avec Marseille pour les mettre sur des petits robots qui ont une vue de fourmi un petit peu et qui sont capables de naviguer justement pour les tester nos modèles dans l'environnement réel. Et puis, dernière chose aussi, c'est ces nouveaux outils qu'on a comme la trackball qui nous permettent de faire quelque chose de sympa puisque la fourmi court sur place. Et donc, on est capable d'utiliser maintenant, alors là, vous avez une magnifique fourmi australienne. Là, elle n'est pas au ralenti, hein, elles sont vraiment des colosses qui marchent doucement. C'est avec ces fourmis australiennes qu'on a testé pour la première fois le cinéma de réalité virtuelle pour fourmis. Donc, vous voyez un cinéma de réalité virtuelle pour fourmis, juste pour vous montrer ce qu'on utilise en ce moment. Vous avez plein de LED, donc là, c'est la vue intérieure, qui sont optimisées pour le système visuel de la fourmi. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, on peut mettre nos petites fourmis. Donc là, on est au laboratoire à Toulouse. Vous avez la petite fourmi avec son cookie qui est sur sa boule. On enregistre les déplacements de la boule et on retransmet ça à travers l'ordinateur à la scène visuelle perçue, ce qui fait que la fourmi a l'impression de se déplacer dans un environnement et on peut faire des expériences au laboratoire où la fourmi va se déplacer peut-être sur 30 mètres pour aller chercher sa nourriture. Et ce qui est bien avec la réalité virtuelle, l'avantage, c'est qu'on contrôle exactement ce que la fourmi perçoit à un temps T et on peut s'amuser à faire des expériences particulières comme par exemple quand la fourmi avance, ça recule ou des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. Donc ça ouvre la porte à plein de nouvelles questions. Donc on a encore du pain sur la planche grâce à ces nouveaux outils. Voilà une belle photo de fourmi dans sa réalité virtuelle. Et je vais conclure sans vergogne avec une petite publicité pour nous. On a écrit ce livre avec Audrey Dussautour sur les fourmis, qui là ne sont pas focalisés sur mes recherches purement, il y a quelques chapitres dessus, mais surtout, on cherche à montrer la grande diversité des fourmis. Parce que je vous le rappelle, on a regardé quelques espèces sur quelques comportements donnés qui faisaient des choses particulières et on a vu déjà un gros panel de diversité. Alors imaginez, quand vous regardez tous les individus et toutes ces espèces, la richesse du monde. Et encore, on ne parle que des fourmis ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention.